Le mensonge sur la route 87, il portait des costumes impeccables. Il conduisait des Ferrari. Sur les réseaux sociaux, il se présentait comme le père le plus fier du monde, celui pour qui sa fille était, disait-il lui-même, la lumière de sa vie. Mais ne vous y trompez pas. L'homme que vous allez découvrir aujourd'hui est un monstre froid et calculateur. Et l'histoire que je m'apprête à vous raconter est de celle qui vous hante longtemps après le générique de fin. Comment un père peut-il ôter la vie à sa propre fille de 9 ans, au terme de ce qui semblait être des vacances parfaites entre papa et sa princesse? Le procès de cet homme vient de s'achever de façon spectaculaire. Et je vais vous révéler des notes manuscrites glaçantes, retrouvées par les enquêteurs, qui nous plongent directement dans l'esprit tordu de cet homme. Restez avec moi jusqu'au bout. Parce que la vérité derrière ce mensonge est encore plus sombre que ce que vous imaginez. Le coup DEFILDE minuit, c'était un samedi soir de juillet, dans le nord de l'État de New York. Une alerte Amber venait d'être déclenchée. Une fillette de 9 ans, disparue, enlevée, disait-on, arrachée à son propre véhicule sur le bord d'une autoroute. C'est ainsi que cette histoire a commencé pour le grand public, comme le pire cauchemar imaginable pour n'importe quel parent. Un père, en larmes au téléphone avec les secours, expliquant qu'il s'était arrêté sur le bas-côté de la route, le temps d'une pause, et que dans l'obscurité, un véhicule inconnu s'était arrêté, avait ouvert la portière, et avait emporté sa fille dans la nuit. Ce père s'appelle Luciano Fertolan. Sa fille, Molina. Tous deux vivent à Montréal. Et ce soir-là, ils rentraient tout juste d'un magnifique périple de 10 jours sur la côte américaine, Connecticut, New York City, des visites, des photos, des souvenirs de vacances en apparence idylliques entre un père et sa fille. Mais très vite, presque immédiatement, en réalité, les enquêteurs vont comprendre que le véritable cauchemar de cette histoire n'était autre que l'homme qui venait d'appeler à l'aide. La découverte, les autorités mobilisent immédiatement des moyens considérables. Une alerte Amber est diffusée dans tout l'État. Des dizaines d'agents, de plusieurs juridictions différentes, se lancent à la recherche du véhicule mystère et de la fillette disparue. Mais dès le lendemain, cette opération de sauvetage se transforme en scène de crime. Une équipe de recherche, composée entre autres de rangers forestiers de la police d'État de New York, ratisse méthodiquement une zone bien précise, un secteur que Luciano lui-même aurait visité, selon les premiers éléments de l'enquête. Une zone située dans la commune de Ticonderoga, à l'écart de tout. Vers 10h50 du matin, l'impensable se produit. Les recherches aboutissent. Le corps sans vie de Molina est retrouvé, immergé dans la partie peu profonde d'un étang. L'histoire que Luciano avait racontée aux policiers, ce mystérieux véhicule, ce ravisseur surgit de nulle part, tout cela s'effondre en un instant. Ce n'était qu'un mensonge. Un mensonge minutieusement construit pour masquer une vérité bien plus terrible. C'est lui, le père, qui avait ôté la vie à sa propre fille. Les dernières heures d'Eve Molina, prenez un instant pour mesurer l'horreur de ce qui va suivre. Parce que ce que l'enquête va révéler sur les derniers instants de cette petite fille est peut-être ce qu'il y a de plus déchirant dans toute cette affaire. Vers 17h30, le 20 juillet, des caméras de surveillance filment Molina aux côtés de son père à Saratoga Springs, dans l'État de New York. Une heure plus tard, vers 18h30, la fillette passe un dernier appel téléphonique à sa mère. Elle lui explique, la voix insouciante, qu'elle est en route pour rentrer au Canada avec son papa. Rien, absolument rien dans cet appel, ne laisse transparaître la moindre détresse. Elle semble en parfaite santé, heureuse même, impatiente de rentrer. C'est cet appel, ce tout dernier échange entre une mère et sa fille, qui va devenir l'un des éléments les plus bouleversants de toute l'enquête. Parce que les enquêteurs vont établir, avec une précision presque chirurgicale grâce aux données de téléphonie et de véhicule, que c'est dans la fenêtre de temps entre cet appel et le coup de fil de Luciano au service d'urgence, que Molina a perdu la vie. Autrement dit, il a laissé sa fille dire au revoir à sa mère. Il a laissé sa fille annoncer qu'elle rentrait bientôt à la maison. Et peu de temps après, il l'a tuée. L'autopsie déterminera à cause du décès, une noyade par suffocation. Le corps de la fillette sera retrouvé coincé sous un arbre tombé et une pierre, comme si l'on avait tenté, délibérément, de dissimuler sa dépouille. Un témoin oculaire, alors que cette affaire éclate dans les médias, une femme se manifeste. Ce soir-là, vers 19h, elle se rendait à un restaurant avec son mari lorsqu'elle a aperçu, garé sur le bord de la route, le véhicule que conduisait Luciano. Un détail, en particulier, va la marquer à jamais, le regard qu'il lui a lancé à cet instant précis. Des mois plus tard, en visionnant les images de sa sortie du tribunal, elle le reconnaîtra instantanément. Ce regard, dira-t-elle, restera gravé dans sa mémoire pour toujours, un mélange étrange de peur et de froideur glaciale.
Luciano Fertolan est arrêté dès juillet de l'année dernière. Contrairement à de nombreuses affaires de ce type, il ne s'agissait pas vraiment d'un mystère à élucider pour les enquêteurs. Dès le départ, la police semblait avoir une idée très claire de ce qui s'était réellement passé. Mais lui va s'accrocher à son histoire. Pendant 12 longs mois, il va clamer son innocence, plaider non coupable, et se donner le droit d'aller jusqu'au procès pour tenter de la défendre. Est la veille secrète de Luciano. Pour comprendre cette affaire, il faut aussi comprendre qui était vraiment Luciano Fertolan, derrière la façade soigneusement entretenue sur les réseaux sociaux. Officiellement, c'est un entrepreneur montréalais, à la tête d'une petite entreprise de café. En ligne, il cultive une image de réussite et de luxe, voitures de sport, voyages autour du monde, une vie qui semble tout droit sortie d'un magazine. Mais la réalité, elle, est bien plus sombre. Un journal canadien francophone révèle qu'il faisait l'objet d'une poursuite judiciaire de la part d'une banque, pour une dette de carte de crédit impayée avoisinant les 110 000 $. L'image du jet-setteur épanoui commence déjà à se fissurer. Autre détail essentiel, Luciano n'avait jamais la garde complète de sa fille. C'est la mère de Molina qui en détenait l'entière responsabilité légale. Lui ne la voyait que lors de ses passages à Montréal. Et c'est précisément cette relation avec la mère de Molina qui va s'avérer être au cœur du mobile de ce meurtre. Les notes qui révèlent tout, c'est ici que cette affaire bascule dans une dimension particulièrement dérangeante. Parce qu'au-delà des données de géolocalisation et des relevés téléphoniques, les enquêteurs vont mettre la main sur quelque chose de bien plus intime, l'esprit même de Luciano Fertolan, couché noir sur blanc. Plusieurs notes manuscrites sont retrouvées dans son véhicule, celui-là même dans lequel il se trouvait avec sa fille la nuit de sa mort. L'une de ces notes évoque le fait qu'il ne voulait plus que sa fille souffre davantage. On y comprend qu'il semblait persuadé, à tort ou à raison, que Molina souffrait d'un trouble psychologique. Les enquêteurs établissent que ces écrits datent des semaines, voire des mois précédant le meurtre. Une phrase, en particulier, glace le sang. Il y écrit vouloir éviter à Molina de souffrir davantage et d'avoir une enfance difficile. Mais c'est une autre note, rédigée selon les enquêteurs dès le mois de juin, donc bien avant même le début de ce voyage soi-disant idyllique, qu'il a véritablement démontré la préméditation. Une simple liste de courses, en apparence anodine. Sauf que sur cette liste figurent deux objets qui prennent, avec le recul, une signification absolument terrifiante, du ruban adhésif, et un coupe-vent imperméable. Ce ne sont pas les mots d'un homme qui craque sous le coup d'une impulsion soudaine. Ce sont les mots d'un homme qui planifie. Et la haine comme mobile. D'autres écrits retrouvés par les enquêteurs révèlent une rançure profonde, presque obsessionnelle, envers la mère de Molina. Dans l'une de ces notes, Luciano semble affirmer que Dieu serait entré dans sa vie dans le but précis de détruire la mère de son enfant. Il qualifie toute leur histoire commune de résultat d'un pur mensonge, une pure méchanceté. Rappelons le contexte. Luciano et la mère de Molina avaient été en couple, sans jamais se marier, et avaient mis fin à leur relation à distance en 2019. Depuis, c'est elle qui élevait leur fille au quotidien. Mais les enquêteurs vont découvrir bien plus qu'une simple rançure exprimée dans un carnet intime. Ils mettent la main sur un communiqué de presse de 3 pages, rédigé par Luciano lui-même, dans lequel il exprime son désir de voir la mère de Molina condamnée à la prison à vie, dans le seul but, semble-t-il, d'obtenir la garde exclusive de leur fille. Un mobile qui prend une dimension effroyable lorsqu'on le met en perspective avec ce qui va suivre. La responsable de l'immeuble où résidait Luciano à Montréal, alertée par un retard de loyer de 2 mois, pénètre dans son appartement et y découvre elle aussi des notes troublantes, la concernant potentiellement elle-même. Elle contacte les autorités. Et c'est là qu'un détail, en apparence insignifiant, va devenir une pièce à conviction déterminante. Les enquêteurs lui demandent où Luciano faisait habituellement nettoyer ses vêtements. Elle se souvient alors avoir vu, dans son appartement, 2 sacs plastiques bleus, typiques d'un pressing. Le même type de sac que celui retrouvé, avec le corps de Molina, dans l'état de New York. Le verdict, le procès de Luciano Fertolan s'étend sur environ 3 semaines. Les caméras ne sont pas autorisées à filmer les débats, mais elles seront présentes au moment fatidique du verdict. La défense, elle, va maintenir jusqu'au bout la version du kidnapping. Selon elle, Luciano n'aurait jamais mis les pieds à Ticonderoga, la nuit où sa fille a été tuée. C'est pourtant précisément là que son corps sera retrouvé. Ses avocats vont également pointer une absence totale de preuves ADN reliant directement leur client à scène du crime, plaidant qu'il ne s'agit là que d'un dossier entièrement circonstanciel. Mais l'accusation, elle, a un atout de taille, les données de téléphonie mobile et de géolocalisation du véhicule. Minute par minute, elles permettent de retracer avec une précision redoutable les déplacements de Luciano cette nuit-là,
une reconstitution qui contredit frontalement sa version des faits. Le lundi, après moins de 2 heures de délibération à peine, le jury rend son verdict. Meurtre au deuxième degré, coupable. Dissimulation d'un cadavre humain, coupable. Luciano Fertolan, égal à lui-même, n'affichera aucune émotion à l'énoncé du verdict. Aucun remords visible. Il retire simplement ses lunettes, et baisse les yeux. Il aurait pourtant souhaité, dira-t-il au juge avant le verdict, pouvoir témoigner lui-même pour clamer son innocence, mais ses avocats l'en avaient dissuadé. Pourquoi pas un meurtre au premier degré? Une question revient souvent face à ce type de verdict. Pourquoi un meurtre aussi manifestement prémédité n'est-il qualifié que de meurtre au deuxième degré, et non au premier? Dans l'État de New York, le meurtre au deuxième degré correspond au fait de causer intentionnellement la mort d'autrui. Le meurtre au premier degré, lui, constitue une qualification aggravée, généralement réservée à des circonstances bien précises, notamment lorsque la victime est un policier, un juge, ou une personne investie d'une fonction officielle particulière. Ce n'est pas parce que la victime est une enfant que la qualification s'élève automatiquement au premier degré dans le cadre légal new-yorkais. Luciano Fertolan encourt désormais une peine allant de 15 ans à la perpétuité. Sa peine sera prononcée en octobre. Une évaluation préalable au prononcé de la peine sera menée par les services de probation, qui recueilleront des informations sur son passé, sa situation personnelle, et transmettront un rapport complet au juge avant l'audience finale. Selon les spécialistes du droit pénal qui ont suivi cette affaire, au vu de l'ampleur des preuves circonstancielles réunies, données téléphoniques, notes manuscrites, témoignages, une peine de perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle apparaît comme l'issue la plus probable. Ce qui rend cette affaire si difficile à digérer, ce n'est pas seulement la violence de l'acte. C'est le calcul froid qui semble l'avoir précédé, ces notes rédigées des semaines à l'avance, cette liste de courses glaçantes, cet appel téléphonique laissé volontairement à sa fille pour rassurer une dernière fois sa mère, juste avant de commettre l'irréparable. Un homme qui, en apparence, incarnait le père parfait et qui dissimulait, en réalité, un projet macabre mûri dans l'ombre pendant des mois. Que pensez-vous de ce verdict? Pensez-vous que la qualification de meurtre au deuxième degré est appropriée, ou qu'elle aurait dû être plus sévère? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune mise à jour sur le prononcé de sa peine en octobre, et je vous retrouve très vite pour une nouvelle affaire. Je suis Chris Stewart, à bientôt sur 11 Cases.